Bonjour et merci d'être là, surtout parce que c'est un long week-end. Et alors, c'est bien qu'il y a des gens qui peuvent profiter justement de ces jours de repos. Merci au patronage laïque Jules Vallès, à son directeur Stéphane Gaulier et tout son personnel. Si vous regardez les programmes des activités qu'ils proposent, ce sont toujours des sujets d'actualité, des sujets que beaucoup n'osent pas aborder, des sujets qui nous mènent à chercher la vérité, à penser pour nous-mêmes, ou au moins à se poser des questions. En paraphrasant Bertolt Brecht dans un poème qui disait « Autant de questions, il y a des réponses, et d'autres questions qui s'ouvrent ». Merci aussi de pouvoir accompagner, ce serait le mot illustrer peut-être avec mes paroles et cet échange, l'exposition des photographies transmutation de Natalia Buch, je ne sais pas comment ça se prononce, désolée. Ce sont des photos qu'elle a prises, comme a dit Stéphane, sur l'ancien site de l'ESMA, l'École mécanique de l'Armada, l'École supérieure de mécanique de l'armée, de la marine, qui fut l'une des plus grands centres clandestins de détention, torture, extermination mis en place par la dictature militaire. Les titres, comme on vient de le dire, c'est 24 mars 1976, coup d'État en Argentine, 40 ans après, comment entretient un devoir de mémoire. Je dois vous dire que je ne suis pas une chercheuse à proprement dit sur les sujets, mais simplement le résultat du vécu, qui est devenu un sujet central dans ma vie, en cherchant la vérité et aussi les résultats d'histoire de vie de beaucoup d'Argentins. Sujet qui m'a poussé et qui nous a poussé avec Alicia Bonet-Krueger à fonder le collectif argentin pour la mémoire. Collectif qui a pour objectif la lutte pour la vérité et la justice et diffuser la mémoire vivante en accompagnant les procès ouverts contre les coupables civico-militaires de la répression. Je ne sais pas si c'est un défaut professionnel, mais peut-être je vais donner des informations que vous les connaissez déjà, mais je suis obligée d'aller et d'actualiser après, d'aller en arrière et actualiser. La dernière dictature argentine, 1916-1983, a été la plus sanglante, plus terrible en ce qui concerne les violations des droits de l'homme. Elle n'a pas été une expérience isolée, ni dans le pays, ni dans les continents. Je vais me concentrer sur les cas argentins aujourd'hui. Jeudi dernier, le 24 mars, nous avons commémoré le 40e anniversaire du coup d'État en Argentine. C'est un jour férié, c'est la journée de la mémoire. L'Argentine a une longue histoire d'intervention militaire, 1930-1932, 1943-1946, 55-58, 62-63, 66-73. C'est une constante de l'histoire du XXe siècle. Il y a eu un jeu pendulaire entre autoritarisme et démocratie, à cause, entre autres choses, de la perte de foi en la démocratie et la logique montante de la militarisation de la société et la politisation des forces armées. La base du coup d'État de 1976 est l'application de la doctrine de la sécurité nationale. Elle a été décrite dans les années 60 face à l'avancée des mouvements révolutionnaires et d'émancipation en Amérique latine et le monde bipolaire de la guerre froide. Le corps théorique était de combattre l'ennemi interne, rediriger l'action des forces armées vers l'intérieur du pays, identifier l'ennemi interne, les délégués syndicaux, celui qui participe à une grève, les professeurs qui enseignent la vraie histoire,
tout ce qui menace l'ordre occidental et chrétien. La France n'échappe pas non plus au mouvement contestataire de l'ordre établi. En mai 68, une des devises était « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». Les militaires ont été formés pour appliquer la doctrine de la sécurité nationale. Il y avait deux écoles, celle de l'école des Amériques à Panama et celle de l'école française. Marie-Monique Robin a montré dans les livres et le film « L'escadron de la mort, l'école française » de quelle manière des instructeurs expérimentés en Indochine et en Algérie ont endoctriné les militaires argentins. Parmi eux, le général Paul Osares, du service spécial et de la OAS, Organisation de l'armée secrète, a participé dans la formation des militaires dès les années 60. Il y a eu des cours en échange d'ordinaire pour enseigner comment obtenir des informations des prisonniers et appliquer la modalité répressive de disparition des personnes. Instaurer cette doctrine de la sécurité nationale était la manière d'institutionnaliser la fonction tutélaire de la corporation militaire dans l'État, avec la possibilité des conseils de guerre pour prononcer des sentences de mort. De cette façon, on voit bien que la participation des forces armées dans le contrôle du pays est présente avant le dernier coup d'État. Déjà, sous la présidence d'Isabel Perón, a été créé l'organisme qu'on connaissait sous le nom de la AAA, Alliance anticommuniste argentine, qui a mis en pratique l'enlèvement, la torture et l'assassinat des militants politiques, des syndicalistes, des étudiants et l'apparition des détenus disparus de façon systématique. Ceci concerne pas seulement l'Argentine, car on instaure ce qui va s'appeler le plan Condor ou Opération Condor, nom donné à une campagne d'assassinat et de lutte anti-guérilla conduite conjointement avec les services secrets du Chili, de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay au milieu des années 70. Les dictatures militaires alors en place en Amérique latine, dirigées au Chili par Augusto Pinochet, au Paraguay par Alfredo Stroessner, en Argentine par Jorge Rafael Videla, en Uruguay pour Juan Bordaberry, en Bolivie pour Hugo Banzer et en Brésil pour Ernesto Geisel, ont envoyé des agents secrets pour suivre et assassiner les dissidents politiques jusqu'en Europe, France, Italie, Portugal, Espagne et aux États-Unis, qui, par exemple, culmina avec l'assassinat d'Orlando Letelier, ancien ministre de Salvador Allende, en septembre 1976 à Washington. Les militaires ont appliqué ce qu'on va appeler le terrorisme d'État, où il n'y avait pas le système légal des prisons, mais un système de centres clandestins de détention. Les pays, le territoire national, étaient divisés par zones d'ingérence des différentes forces, la force armée, la marine et l'aérienne. Il y a eu plus de 600 centres de détention dans tout le territoire. La main-d'œuvre était des civils. C'est pour cela qu'il faut parler de dictatures civico-militaires. Ces civils qu'on appelait groupes de tareas, des groupes qui exerçaient les tâches, groupes paramilitaires, sous la direction d'un chef. Ces groupes pouvaient garder les butins de guerre, voler et saccager tous les biens de la victime. En 1983, avec le retour de la démocratie, il y a des actions pour restituer les responsabilités des crimes commis. Donc, on a créé la CONADEP, Commission nationale de la disparition des personnes, qui va éclaircir les faits par les déclarations des proches et les preuves. En 1985, les commandants en chef des différents juntes militaires sont jugés par privation illégitime de la liberté contre les centres de détention clandestins, d'application systématique de la torture, l'assassinat des détenus, les vols et le saccage des biens. Il y a 2 lois qui sont édictées, point final,
en 86 et Obediencia debida, obéissance due, en 87. Et le président Menem va décréter l'amnistie, la grâce et fermer toutes les possibilités d'appliquer la justice pendant une dizaine d'années. En 2001, le Congrès a promulgué inconstitutionnel les 2 lois et à partir de là, on pouvait penser à l'aperture des procès, ce qui s'est fait depuis 2005 jusqu'au présent. Si aujourd'hui la poursuite des procès est possible, c'est grâce à l'urgence sociale de vérité, aux besoins de justice et au devoir de mémoire exigé par les énormes réseaux de solidarité. Je vais parler des mères et grand-mères de la Place des Mai, des hijos, où la famille est l'unité victime de la répression, donnant une matrice généalogique des revendications et des remémorations. Les mères ont socialisé la maternité. Elles ne demandent pas pour une fille ou un fils, mais pour 30 000, pour tous les enfants. On a parlé avant des butins de guerre. Ces butins m'amènent à parler du vol des bébés, des mères détenues et données en adoption. Les tortionnaires laissaient que la mère enceinte arrive à l'accouchement dans des situations affreuses, enchaînées sous la torture, et récupéraient les bébés. Soit les bébés avaient été enlevés avec la mère, soit ils naissaient en prison. Les mères, tout de suite après, étaient tuées dans les vols de la mort. Ils jetaient depuis les avions les corps à convivants à la mer. Et sans laisser, parce qu'il y a les capitales Silingo qui a avoué avoir participé au moins dans ces vols de la mort au moins 3 fois. La seule atrocité rend monstrueuse la simple hypothèse d'impunité, de pardon, sauf tomber très bas dans une conscience morale. Le sadisme n'est pas une idéologie politique, ni une stratégie de guerre, mais une perversion morale. Le peuple argentin doit récupérer son autoestime. Les procès aux coupables du génocide ont installé une vérité et une réclamation éthique. Veiller pour le devoir de mémoire a fait apparaître un calendrier de rituels. Les anniversaires de la création des mères et grand-mères de la Place des Mai, des hijos. Le 24 mars est un jour férié, c'est la journée de la mémoire. Les centres clandestins de détention se sont convertis en centres culturels d'archives de la mémoire où les écoliers vont faire des visites. Il y a des dalles dans les rues pour signaler l'endroit où quelqu'un a été enlevé. Près du port de Buenos Aires, il y a un parc de la mémoire avec les 30 000 noms de détenus disparus face à la mer qui les a accueillis. On a installé une première narrative de mémoire. Le président Kirchner, qui a aboli les lois d'amnistie, fait de la matière droits de l'homme une politique d'État. Il crée un secrétariat des droits de l'homme qui dépend du ministère de la Justice. Le ministère de l'Éducation a intégré dans les programmes des écoles l'enseignement et les visites des sites de mémoire. La transmission, l'éclaircissement des faits, la persistance de la mémoire marquent les non-pardons. Il faut restituer la santé du corps social. Les génocidaires ont décidé de détruire les réseaux de relations sociales pour produire une modification substantielle capable de changer la vie de l'ensemble de la société. Montrer comment les militaires voulaient créer une technologie du pouvoir où la négation de l'autre arrivait à un point extrême, sa disparition matérielle, ça veut dire les corps, et aussi sa disparition symbolique, celle de la mémoire de son existence. Aujourd'hui, nous avons un pape argentin. C'est pour cela que je voudrais dire quelques mots sur le rôle de l'Église. Loin de tout esprit polémique, au contraire,
Il n'est jamais trop tard pour avancer dans la recherche et acceptation de la vérité. Il y a beaucoup de religieuses enlevées, torturées, tuées ou jetées à la mer. Au moins, il y a 20 prêtres et bien sûr, les 2 religieuses françaises, Alice Domon et Léonie Duquet. D'après les déclarations du capitaine Silingo en 1990, aujourd'hui il est incarcéré en Espagne, il y a eu aussi des prêtres qui ont accompagné les vols de la mort. Pas pour donner l'extrême onction aux gens qui allaient jeter à la mer, mais pour réconforter, déculpabiliser les militaires qui le faisaient. C'est lui-même qui l'a fait. Le silence est complice. Il y a encore temps pour réparer les dégâts en faisant ce que la présidente des grands-mères de la Place des Mai, Estella de Carlotto, a demandé au pape, l'ouverture des archives de l'Église pour que les 400 petits enfants restants puissent retrouver leur identité. Il y a une campagne lancée qui s'appelle le droit à l'identité, le droit de connaître la vérité sur ses origines. Des 500 bébés volés sous la dictature, jusqu'à aujourd'hui, 119 ont pu récupérer leur identité. Et il faut continuer. La campagne était lancée surtout en Europe, en différents pays de l'Amérique latine, aux États-Unis, car on pense qu'il y a des familles qui ont adopté ces enfants volés et qui après ils ont quitté l'Argentine. Nous demandons aussi le déclassement des archives de tous les ministères et les archives diplomatiques. Oublier n'est pas un acte volontaire. Les pardons, oui. Ce sont 2 aspects différents. Connaître, c'est nécessaire. Le manque d'information est la seule chose qui garantit que les fautes et les horreurs du passé ne se répètent plus jamais. L'ignorance est le grand ennemi de la pensée et on ne peut pas pardonner ce qui est impardonnable. Parler de génocide peut permettre d'éviter que de nouveaux génocides soient à l'œuvre. Mais cette idée de plus jamais ça a été battue en brèche par la réalité. Depuis la Shoah, les autres génocides ont eu lieu, Cambodge, Rwanda et la cruelle réalité d'aujourd'hui. Il faut parler du devoir de mémoire, des atrocités que des êtres humains peuvent infliger à une autre partie de l'humanité. Les connaître peut aider à mieux comprendre les événements récents, mais aussi, il faut l'espérer, à ne pas les répéter. Avec l'aide des dernières déportés résistants, nous devons former des élèves aptes à répondre aux manipulateurs de l'histoire. Quelques historiens soutiennent que le devoir de mémoire nous mène à parler de devoir d'histoire. Mais je voudrais qu'on fasse la différence entre l'histoire et la mémoire. Quand en histoire on parle qu'elle a un caractère scientifique, les historiens sont des chercheurs, la mémoire et le collectif, c'est l'affaire des citoyens. En histoire, elle assure de comprendre la complexité de ce qui s'est passé en étudiant les détails et les contradictions de la réalité. La mémoire, elle simplifie la réalité pour être davantage collective. Elle néglige les détails et les contradictions de la réalité. L'histoire, elle sert à comprendre le passé. La mémoire, elle sert à comprendre le présent et à réagir sur la réalité du moment. L'histoire, elle cherche à étudier tous les aspects de la réalité du passé. La mémoire, elle est basée sur l'oubli d'une partie de la réalité. La mémoire est sélective. L'histoire, elle aboutit à des travaux scientifiques, des thèses, des livres d'histoire, des manuels scolaires. La mémoire, elle aboutit à des commémorations, à des journées de souvenirs, à des moments collectifs de la vie d'un pays ou d'une communauté. L'histoire ne juge pas. Elle décrit, elle explique le passé. La mémoire contient un jugement collectif sur les faits. Le travail des historiens peut être influencé par la mémoire collective. Certains sujets seront davantage travaillés à certaines époques.
La mémoire a besoin de l'histoire, car elle doit reposer sur les faits établis. Sinon, il s'agirait de rumeurs plus que de mémoires. L'histoire est indispensable pour comprendre le passé. La mémoire est indispensable pour construire le présent. Pour parler de la France, la tendance actuelle est à la politique commémorative en milieu scolaire. Du 27 janvier, décrété officiellement la journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité, à la revendication d'une journée nationale de la résistance. Le risque est d'aller vers un continuel éparpillement de ces mémoires et nécessairement vers l'oubli de certains. Le risque est grand aussi de tomber dans une démarche commémorative à date précise et de s'éloigner d'un véritable travail de fond et durable autour des mémoires plurielles. La même chose par rapport à l'éducation. Il y a encore des sujets tabous ici en France, comme l'Algérie, entre autres. En ce qui concerne l'éducation en Argentine, il faut dire qu'il n'y a pas un système unique. C'est assez catastrophique à mon point de vue. Il y a certains contenus basiques communs, mais il y a 24 systèmes éducatifs. Ça veut dire que chaque province a la sienne. Ce qui s'est passé pendant la période de la dictature sont dans les livres scolaires, mais comme les contenus du programme est dense, on n'arrive pas à traiter ces sujets. Cela dépend essentiellement des initiatives des enseignants en abordant les sujets, en faisant des projets, des expositions avec les étudiants. Cela reste à la seule initiative de l'enseignant, car il n'y a pas une inspection pour l'application du programme. Je peux vous donner 2 exemples par rapport à l'éducation. En 2002, la Commission provinciale pour la mémoire de la province de Buenos Aires a lancé le programme Los jóvenes y la memoria recordamos para el futuro. Les jeunes et la mémoire, souvenons-nous pour l'avenir. Convaincus de l'énorme potentiel de l'école à travailler sur la mémoire. Autrement dit, l'école comme un véhicule pour la transmission d'un héritage, mais comme un espace pour l'appropriation des expériences passées. Le programme des jeunes et de la mémoire a été créé pour encourager les questions. Ne pas répéter aux jeunes l'histoire des personnes âgées, mais peut réélaborer, les cibler dans le terrain de sa propre expérience. La proposition est d'élaborer une recherche sur les passés récents de la communauté ou l'école au niveau local, tout au long de l'année. La construction des cartes de mémoire est un travail d'importance qui relie les passés avec les présents et l'avenir. Donc, il est non seulement de penser ce qui s'est arrivé, mais connaître qu'est-ce qu'on est, nous, encore, aujourd'hui. Ces programmes permettent que les jeunes fassent une série de réflexions. Qu'est-ce que de nouvelles générations peuvent apporter à partir des expériences passées? Quelles sont les nouvelles dimensions ou d'autres histoires qui émergent? Cela permet l'autonomisation et des nouvelles voix qui racontent le passé, briser les silences, les retraitements de l'identité sociale, relier les passés avec divers problèmes actuels, la prééminence de la vie quotidienne comme une dimension clé de la compréhension, l'émergence d'histoires inédites, problématisation des conflits entre différentes mémoires, intervention dans la formulation de la mémoire publique. Le défi est que les nouvelles générations ne pensent pas comme destinataires des histoires du passé, mais comme des entrepreneurs de la mémoire sociale. Supposer l'énonciation du programme comme une fermeture, finition sur le passé, mais pour permettre l'émergence des récits pluriels,
liées à l'histoire locale, culturelle, sociale et contexte générationnel. L'intention de la proposition se réfère à permettre différentes connexions entre le passé et le présent. Comme la mémoire est plurielle, il y a des actions sélectives du passé. Ici, on est dans sa relation dialectique avec le présent et construire les attentes futures. Le deuxième exemple en éducation est le programme Derechos Humanos y Ciudadanía. J'ai une copie ici. Droits de l'homme et citoyenneté. C'est un module pour les lycéens, pour enseigner au lycée. Ces programmes partent de quelques définitions de base pour après les mettre en relation avec les droits de l'homme et la citoyenneté en tant que pratique sociale égalitaire et libre. C'est l'État qui a l'obligation de garantir le respect des droits et les droits de l'homme, à différence d'autres, ne peuvent pas se perdre. Même si l'État ne reconnaît pas dit droit, ces droits existent pour tous les hommes, pour le seul fait d'être un être humain. Dans ce sens, les droits de l'homme peuvent se définir comme inaliénables et universels. Nous sommes très inquiets avec le nouveau gouvernement de perdre tous les acquis obtenus sur les droits de l'homme. Les politiques de mémoire, vérité et justice promues depuis des années sont en danger. Différentes figures emblématiques des organisations de défense des droits de l'homme ont fait l'objet de menaces de mort. Il y a eu le licenciement du personnel des lieux de mémoire, menaces aux maires de circuler dans les places, ce qu'ils font depuis 1977. Le spectre de la fin des procès en cours contre les civils et militaires accusés de torture, assassinat et vol de bébés transparaît dans les déclarations de plusieurs membres du gouvernement. Les collectifs argentins restent vigilants et nous continuons la lutte en mémoire de nos 30 000 camarades disparus et 500 bébés volés. Pour finir et pouvoir faire un échange, je voudrais lire une phrase de Albert Einstein qui disait « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Et je voudrais vous passer le jeudi dernier, c'était le 40e anniversaire du coup d'État, et voilà des photos pour montrer que quand même le travail de mémoire qui ont fait les organisations, ils sont encore présents. Si on regarde la quantité de gens qui se sont mobilisés les 24. Et ils se sont mobilisés pour aussi, en répudiant Obama et le gouvernement en place maintenant de droite de Macri. Voilà quelques photos pour vous montrer. Ça, c'est la place des Mai, et où les maires ont l'habitude de tourner autour de la pyramide. Et là, au fond, c'est la maison du gouvernement. Voilà, elles étaient présentes malgré l'âge. Toujours là. Ça s'est passé jeudi dernier. Vous pourrez mesurer que les gens, ce qui s'est passé, la violation des droits de l'homme en Argentine reste très présent dans la population civile.
Ça, c'est pas Buenos Aires, ça, c'était à Rio Negro. Une manifestation à Rio Negro. Ouais, on voit la police de Rio Negro qui essaie de réprimer la manifestation ou de contenir. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer et vous dire. Merci, si vous avez des questions, n'hésitez pas.